Vous écoutez l'affaire Valérie Subra, deuxième partie. Ce soir-là, il avait simplement sur lui 1500 francs, puisqu'à l'époque, c'était encore des francs. Alain Freytag, avocat de la mère de Gérard Lelédier. Après cet assassinat horrible, ils sont allés en boîte, danser, boire, comme si la vie était absolument normale, comme s'il ne venait pas de commettre quelque chose de gravissime, d'insensé, d'horrible. À l'arrivée, au petit matin, ils ont tué quelqu'un pour rien. Voilà. Francis Spinner, avocat de la famille de Laurent Zarade. La mort de Lelédier, c'est 2 bouteilles de champagne qu'ils ont bu à 3, c'est effrayant. L'interpellation de Laurent Attab, ça a été beaucoup plus dur, ça a été beaucoup plus brutal. Laurent Attab portait la montre de Laurent Zarade. Catherine Driguet, inspectrice à la brigade criminelle de Paris. Et donc, on est allé en perquisition chez lui. Sa famille habite Saint-Mandé, dans un petit hôtel particulier. Et c'est là, dans la chambre de Laurent Attab, au fond d'un placard, mes collègues ont trouvé une paire de baskets sanglantes. Et donc, on lui dit, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mes baskets. Et en fait, Laurent Attab, c'est le seul qui ne veut pas avouer, qui essaye de mettre ça sur le compte de sa roue. Finalement, à l'issue des 48 heures de garde à vue, Christian Flech, ancien patron de la police judiciaire de Paris. il reconnaît sa responsabilité dans la participation aux 2 affaires, et spécialement dans la mort de Laurent Zarade. C'est lui qui a directement porté les coups sur Laurent Zarade. C'est un garçon qui a presque son âge, qui vient du même milieu que lui, qui travaille dans la confection comme lui, qui travaille dans le même quartier. Il essaie de trouver un terrain d'entente avec eux, mais ça marche pas. Cette fois, Jean-Rémy dit à l'autre, « J'ai tué le premier, c'est à toi de tuer le second. C'est ton tour. » Ils prennent un coupe-papier, enfin, c'est absolument une monstruosité. Laurent Attab, quelques semaines plus tard, il a dit au juge d'instruction qu'il avait été obligé de raconter que c'était lui qui avait tué Laurent Zarade. Il prétendait qu'on l'avait violenté pour extorquer ses aveux et en fait, il ne reconnaissait pas du tout ce qu'il nous avait dit en garde à vue et que c'était tout à fait faux et que c'était Jean-Rémy Sarraut qui, là aussi, avait tué. Voir des gens si jeunes capables d'actes aussi horribles, c'était difficile à comprendre, difficile à admettre. Un jour, je marche dans la rue et je vois une affichette, c'était le détective, je crois, et je vois une jolie fille aux longs cheveux noirs, comme ça. Et avec le titre, « Elle draguait les hommes, ses amis les assassinaient ». Morgan Sportes, écrivain, auteur de l'APA. J'ai jeté un œil sur l'article, j'ai dit, tiens, là c'est intéressant, c'est des jeunes qui tuent pour rien. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre. La réalité dépasse la fiction, parce que moi j'avais jamais fait de faits divers avant. Donc on est dans la totale puérilité, c'est ce qui m'a intéressé, c'est en cela que c'est moderne. Cette affaire-là a bouleversé les Français. Et ce qui les a bouleversés, c'était justement cette dimension d'irréalité. La mort, pour eux, n'existe pas. L'importance fondamentale qui est dans toute religion, toutes les religions disent « tu ne tueras point ». Pour eux, dans le monde spectaculaire qui est le nôtre, cet interdit fondamental n'existe pas. Il y a eu aussi une grosse médiatisation. On en a fait la femme, la tentatrice.
Elle l'était... oui, enfin bon. C'était pas Mata Hari, quand même. Hein. Il y a eu les photos de la une de Paris Match, où on voit Valérie dans l'eau, avec son t-shirt mouillé, sa poitrine opulente. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a une espèce de fantasme qui naît. Après, il y a toute une série d'hommes qui se disent « ça aurait pu m'arriver ». Et donc, ça devient le fait divers qui marque. C'est des gens qui pourraient être les enfants de n'importe qui. Donc, il y a une société qui se sent interpellée. Comment un trio de jeunes, d'apparence normale, comment 3 jeunes gens peuvent se transformer en tueurs en série. Au gré des investigations ultérieures, on va découvrir qu'il y a eu d'autres tentatives avec d'autres personnes. Elle me téléphonait sans arrêt pour me voir alors que je voulais pas tellement, donc son comportement était assez étonnant. Il n'était pas le comportement d'une fille qui veut voir un garçon réellement, c'était un comportement, elle insistait vraiment pour me voir. J'ai effectivement entendu l'une des victimes, bon, qui n'emmenait quand même pas trop large. Hein. C'est un miraculé, parce que la première fois, donc il rentre en voiture avec sa Porsche, et à ce moment-là, Valérie ne peut pas ouvrir la porte de l'immeuble. Et la deuxième fois, à ce moment-là, il veut lui donner rendez-vous dans une garçonnière, et ce qui va le sauver, c'est que le mec est un frimeur. Et il dit à un de ses copains, « Ah, si tu passes, tu vas voir la fille que je vais me baiser. » Donc le copain passe, et là, elle voit qu'il y a quelqu'un qui pourra témoigner s'il se passe quelque chose, qu'il était avec une fille qui peut décrire, etc. Et donc elle renonce. Et le jour où on les a arrêtés, semble-t-il, ils avaient un projet pour le soir même. On a vraiment le sentiment qu'il a fallu certes 2 morts, mais qu'on a évité d'autres morts. Quelle est la responsabilité de chacun des membres du trio dans les 2 meurtres ? Alors qu'ils peinent à définir précisément qui a fait quoi, un témoin va venir aider les policiers. Une ancienne complice qui avait joué les appâts avec Valérie Subra. Et puis, on a cette jeune femme qui va expliquer qu'elle faisait partie de la bande aussi. Cette jeune femme, bien sûr, confirme que le leader de l'équipe, c'est Laurent Attab, clairement. Laurent explique le plan. Toi, tu vas draguer les mecs, et après tu iras chez eux, tu ouvriras la porte. Et la fille, elle raisonne. Elle leur dit, mais vous êtes complètement fous. Tout le monde va me reconnaître. Ça marche pas, votre affaire. Et elle casse avec eux. Mais elle ne les dénonce pas. Le témoignage de cette fille permet de comprendre quand même que parmi ces jeunes, il y en a qui étaient capables de raisonner et de voir l'absurdité de cette entreprise. Lors d'une des reconstitutions, Valérie Subra, elle était toute souriante. Alors que la plupart des gens étaient évidemment bouleversés d'être dans cet endroit où avait eu lieu cette horreur. Alors, est-ce que c'était volontaire pour essayer de prouver surabondamment qu'elle n'avait pas joué de rôle essentiel dans les assassinats? Je ne saurais pas dire. Son intérêt premier, c'était de me montrer qu'elle avait un nouveau sweatshirt. Catherine Driguet, inspectrice à la brigade criminelle de Paris. Et qu'elle se demandait si son beau-père, qui avait une nouvelle voiture, ne viendrait pas à la reconstitution pour me montrer la voiture. Et on a l'impression qu'elle ne veut pas sortir de cette superficialité, parce que peut-être que c'est quelque part pas possible de regarder la réalité en face. Ces jeunes, leur film phare, c'était Scarface. Et ils se sont montés un scénario de film de série B, de sous-série B. Et à ce moment-là, Attab a des difficultés dans l'entreprise que ses parents lui ont offerte en réalité. Et donc, il se dit, mais en Amérique, une espèce de rêve américain, un Eldorado où tout est facile, où là, il pourra donner libre cours à son génie de businessman. Et donc, il faut partir aux États-Unis. Et par le crime,
je vais financer ce voyage, ce qui est illusoire. C'est pas des voyous professionnels. Ils veulent de l'argent. Mais ils veulent pas travailler. Donc ils veulent tout de suite. Le plus intelligent d'entre eux, c'est le petit voyou. Parce que lui, au moins, il avait une revanche sociale à faire. Et lui, il m'a dit, j'étais pris dans un tourbillon. Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que quand le crime va avoir lieu... Francis Spinner, avocat de la famille de Laurent Zarade. Et Laurent Zarade, pendant qu'il est pas torturé, mais enfin malmené dans la pièce d'à côté, elle regarde tranquillement la télévision en commençant à manger le repas qu'il avait préparé, qui est un repas d'amoureux. Regarder des vidéos pendant que l'autre est en train de hurler, elle est quand même que dans la pièce d'à côté. Hein. Ça lui a pas coupé l'appétit. Elle est indifférente au sort des hommes, avec une froideur extraordinaire. Il y a une espèce d'égoïsme absolu. La seule chose qui intéresse Valérie Subra, c'est Valérie Subra. À l'ouverture du procès du trio diabolique, le 8 janvier 1988, tout le monde n'a Dieu que pour Valérie Subra. Trois jeunes monstres dans le box de la cour d'assises de Paris, une jolie fille et deux garçons qui avaient conçu un plan diabolique pour se procurer de l'argent. C'est la première fois que j'ai assisté à un procès d'assises. C'est vraiment impressionnant. Hein. Morgan Sportes, écrivain, auteur de l'APA. Je vois ces trois petits jeunes là, dans leur box et elle, la petite sainte avec ses cheveux noués en chignon. Les gens attendent surtout Valérie Subra. Elle arrive vêtue de noir. L'avocat général lui fait tout de suite la remarque. Est-ce que c'est parce que vous portez le deuil de vos victimes? Donc le ton est donné. Et elle est là, essayant de se faire oublier. Au début, on voit, ces gens, ils ont des têtes d'ange. Et puis peu à peu, à mesure que les gens viennent témoigner, peu à peu, la réalité effrayante se dessine et rentre en contraste avec le visage d'ange de Valérie. Pour la mère de Gérard, ça a été évidemment très éprouvant. Alain Freytag, avocat de la mère de Gérard Lelédier. Au point que mon associé et moi-même, nous l'avions convaincu de ne pas venir le premier jour de l'audience, puisqu'on savait que serait lu le rapport d'autopsie avec les détails des tortures qu'avait subi son fils. On voulait lui épargner ça. Pour Maître Spinner, parlant au nom des victimes, Laurent Attab, c'est la lâcheté et le mensonge. Jean-Rémy Sarraut, la froideur et le cynisme. Valérie Subra, le calcul et la comédie. Alors Laurent Attab, il est égal à lui-même, c'est-à-dire à la fois bravache et lâche. Il ne veut pas, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa communauté, être l'assassin de Laurent Zarade. Sûr de lui, au moment où on l'interrogeait, vous voulez me donner le micro, là? Mais d'un ton tellement autoritaire. On s'attendait à voir quelqu'un de triste, d'intimidé, de repentant. Et c'était pas ça. En revanche, Jean-Rémy Sarraut a toujours donné l'impression, tout au long des débats, qu'il était accablé, qu'il se repentait, qu'il regrettait en tout cas. Je vais essayer de vous retrouver le carnet de l'affaire Subra. Alors, ça doit être par là. 1984, carnet 5. Sarraut, c'est facile de tuer, dit Sarraut, le procureur. Comment il l'interroge sur le fait qu'il a dit c'est facile de tuer. Et Sarraut répond au procureur, je voulais dire que tout le monde peut le faire. Sarraut, il dit ce qui s'est passé. Et du coup, il a au moins
se mérite de faire en sorte qu'on n'a pas envie de s'acharner sur lui outre mesure. Pour moi, Valérie, alors elle n'a pas de sang sur les mains, mais pour moi, elle est aussi responsable que les autres. Sans elle, il n'y a pas de crime. Elle me faisait penser à ces officiers SS qui, lorsque les gens arrivaient dans les camps, les regardaient, ne disaient rien, et quand ils disaient à droite, c'était la chambre à gaz, et à gauche, c'était le camp de travail. Et je disais, quand elle, son doigt se pose sur le carnet, c'est la mort ou c'est l'espérance de s'en sortir, et on appelait ça la sélection. C'est elle qui désigne celui qui va mourir. Le procureur, c'est ce soir-là que vous vous êtes fait offrir une bague. Ah ben, Zarad lui a offert une bague. Oui, le procureur. Avez-vous fait l'inventaire du portefeuille de Zarad? Valérie, oui, j'ai pris un ticket de métro. Ah oui, je me souviens de ça, j'avais oublié le ticket de métro. C'est ce genre de détails qui sont effrayants. Elle est comme au moment de sa garde à vue, disant au commissaire Flèche « Quand est-ce que je vais sortir ?» On peut se dire, elle a réfléchi. Comment j'ai pu arriver à faire ça? Rien. Et c'est vrai qu'elle devient l'enjeu du procès, puisqu'elle est celle qui a pour défense de dire « Certes, mais moi je n'ai pas tué ». Dans mon émotion, je me souviens quand j'ai plaidé, j'ai terminé ma plaidoirie. Vous savez que l'avocat de la partie civile n'a pas à évoquer la peine ou à réclamer de peine. Mais bon, on peut quand même dire ce qu'on pense. Et je me souviens d'avoir terminé en disant « Et vous avez de la chance car vous ne risquez que la perpétuité, puisque la peine de mort avait été abolie quelque temps avant. » Je les haïssais tous les trois. C'est pas fréquent, mais là, étant donné qu'un de mes amis avait péri dans cette histoire, je ressentais une certaine haine, c'est vrai. Pour conclure, l'avocat général Guilloux en a même appelé à la France profonde qui, selon lui, attend le verdict. Rarement a-t-il souligné aux jurés un procès fut aussi médiatisé. On ne comprendrait pas que vous accordiez la moindre circonstance atténuante. Le verdict. Pour le verdict, le public sort et les parents prennent la place du public. Perpétuité. Les cris au fond de la salle, c'est la mère d'Attab. La mère d'Attab hurle quand elle apprend le verdict perpétuité. Sarro et Attab seront condamnés à perpétuité avec 18 ans de peine de sûreté, ce qui à l'époque était le maximum, et elle aura 16 ans de peine de sûreté. Et je pense que Valérie Subra ne le comprend pas. Comme elle ne comprend pas ce qu'elle a fait, elle a du mal à exprimer une sincérité dans le remords. Elle a un remords, c'est de s'être fait prendre. Lorsque l'audience criminelle s'est achevée, la mère de Gérard prend mon bras parce qu'elle avait du mal à marcher, la pauvre, et elle s'approche du box où il y avait les 3 condamnés, et elle dit « Oh, les pauvres petits ». Et ça, chaque fois que je raconte ça, y compris maintenant, j'ai la chair de poule, tellement ça m'avait ému, de me rendre compte qu'elle pouvait, malgré l'horreur dont son fils avait été victime, elle pouvait encore avoir pitié de ces 3 gosses. Ça fait partie des choses que je n'oublierai jamais. On est obligé de se poser des questions. Et ce qui est effrayant, c'est qu'il ne se pose pas de questions. Comment j'ai pu essayer de séduire quelqu'un sachant qu'il allait mourir pour un objectif dérisoire? Comment j'ai pu porter la bague de quelqu'un que j'ai tué? La chaîne de quelqu'un que j'ai tué? Comment j'ai pu tuer, pour Laurent, quelqu'un qui aurait pu être moi quelques années plus tard? Un être humain doit se poser ces questions.
Et on voit bien que ces questions ne les ont pas effleurées. Sarraut, je lui ai offert mon livre quand il était en prison. Morgan Sportes, écrivain, auteur de l'APA. Et il m'a dit, vous savez, quand j'ai lu votre livre, j'étais complètement bouleversé. J'ai fait 4 fois le tour de la cour de la prison parce que je me suis rendu compte que non seulement j'avais tué un homme, lui il avait tué la première victime, mais j'ai aussi détruit la vie de ses proches parce que sa vieille maman. Donc il a fait tout d'un coup une prise de contact avec le réel. Même pendant le procès, les choses n'étaient pas réelles. Là, il est revenu sur Terre, quoi. Valérie Subra est sortie de prison au bout de 16 ans. Laurent Attab et Jean-Rémy Sarraut après 21 ans. Si Valérie Subra a refait sa vie à l'étranger, ses complices sont décédés après leur libération en janvier 2020 et en août 2022. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Hélène Gauthier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.